Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et on est ensemble, vous le savez, pour se mettre d'accord. Au moins, on va essayer sur les différents sujets du jour. On va évoquer dans un instant tous les sujets de l'actualité. On va parler de la COP 28. Attendez, je me trompe, COP 28. On va évoquer également la dette française qui va être dans le projecteur aujourd'hui de l'actualité économique et sans doute aussi également le débat qui continue de s'agiter autour de la loi immigration, cette commission au niveau du Parlement qui discute autour de ce sujet. Je salue mes 4 débatteurs du jour, Lamia El Harraj. Bonjour Lamia. Bonjour. Merci d'être là, adjointe à la mairie de Paris en charge du handicap et porte-parole du PS. Pascal Bataille, bonjour Pascal. Bonjour Christine, bonjour à tous. Animateur, producteur, chef d'entreprise, et puis Jean-Claude Beaujour dans ce studio. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Christine. Avocat bonjour et président du Forum Transatlantique également avec nous. On le salue. Régis de Castelnau. Bonjour Régis. Bonjour à tous. Avocat avec votre blog Vue du droit, auteur d'une justice politique à l'artilleur et membre de la rédaction de Front Populaire. Alors dans un instant, donc je vous donnais les sujets du jour. On va évoquer, je le disais, la dette française, en tous les cas la note de la France qui est attendue aux alentours de 23 heures avec l'agence de notation américaine Standard & Poor's qui doit dire si elle maintient son AA, mais dégradé quand même. C'était déjà effectivement une entaille dans la note de la France, ou si les 3 milliards de dettes que possède le pays va pouvoir continuer à garder cette note-là. Bruno Le Maire a lancé quelques pistes, mais ça c'est une autre histoire. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Je me tourne vers vous, Jean-Claude. C'est un coup de gueule. En tous les cas, c'est effectivement un rappel à nos sociétés de ce qui se passe en Iran. Absolument, dans la différence générale. C'est vrai que nous regardons, et à juste titre, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Proche-Orient, mais n'oublions pas qu'il y a des zones où le droit est très peu respecté, et je tire le signal d'alarme sur les exécutions qui se produisent actuellement en Iran. Depuis le début de l'année, il y a eu à peu près 600 exécutions selon l'organisation Iran Human Rights. 600 personnes ont été exécutées depuis l'année 2023, et notamment plus récemment l'exécution de Milad Zorevan, qui a été exécuté parce qu'il aurait été accusé d'avoir porté à mort un responsable politique iranien lors de manifestations qui avaient lieu pour dénoncer la mort, puis la mort de la jeune kurde iranienne de 22 ans, Mahsa Amini, qui avait été exécutée pour n'avoir pas respecté les standards vestimentaires attendus en Iran. Donc voilà, aujourd'hui, on assiste à ce type d'exécution en Iran dans le déni total des droits fondamentaux, puisque Milad Zorevan n'a pas eu droit à avoir l'assistance d'un avocat dans des conditions inhumaines. Il n'a même pas pu dire au revoir à sa famille. Voilà, donc il y a pas grand-chose à dire, si ce n'est le fait que n'oublions pas que minimum, puisqu'on a beaucoup parlé de droits humanitaires au cours de ces dernières semaines, que même lorsqu'on est en guerre, même lorsqu'on a un État religieux, je pense qu'un minimum d'humanité dans la difficulté s'impose, ou dans les règles qu'on impose. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Iran, les femmes dites homosexuelles sont poursuivies, parfois exécutées, tuées. C'est l'occasion de tuer très rapidement les opposants, c'est l'occasion de s'attaquer aux droits des femmes, c'est l'occasion, voilà. Donc on parle beaucoup de la femme, n'oublions pas qu'il y a ces femmes, n'oublions pas qu'il y a ces hommes et ces femmes qui sont en rébellion, en résistance. Ne les oublions pas. Et c'est l'occasion de le retirer aux autorités iraniennes. Et aussi les focus médiatiques qui se détournent de sujets les uns après les autres. Là, aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses également dont on ne parle quasiment plus. Oui. Et ça en fait partie. C'est aussi la responsabilité peut-être des
des médias, mais en tous les cas de tous, et c'est ce que nous faisons ce matin, et merci à vous de nous donner la parole sur ce sujet, ne serait-ce que 2 minutes, c'est de rappeler que des femmes dans le monde sont tuées, il y a des gens qui sont tués, exécutés parce que ils auraient des relations sexuelles consenties, des majeurs qui ont des relations sexuelles consenties, mais parce que non mariés, les gens sont exécutés. Une gamine d'une vingtaine d'années qui est exécutée parce qu'elle ne porte pas le bon vêtement, et Dieu seul sait que je suis pas trop Procop, vous savez, les trucs où on voit la moitié de... Ok, d'accord, mais est-ce que ça vaut une exécution? Est-ce que ça vaut une vie? Alors je sais bien on dit oui, les Occidentaux, vous êtes prêts à tout pour une vie, parce que vous savez, mais oui, une vie c'est important, et je dis ça aussi, ce sont nos valeurs. Tuer un individu parce qu'il a porté un vêtement qui ne vous plaît pas. Moi, j'en appelle à l'humanité ou à l'inhumanité, ou en tout cas à la conscience d'un certain nombre de responsables iraniens. Un gamin, une gamine ce sont nos enfants. Il y a pas grand chose à dire, si ce n'est. Et il y a rien à rajouter. Moi, j'en appelle parce que je vais pas leur faire ils nous disent, vous avez vos lois, nous avons nos lois. Ok. Mais est-ce que un gamin de 22 ans, est-ce que ça vaut le coup de tuer votre propre peuple pour un vêtement? Enfin, c'est le propre des régimes totalitaires. Ah oui, non, mais on est d'accord. D'autant plus que les exécutions concernent aussi des mineurs, en l'occurrence, dans la violation la plus complète des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant. Et je rappelle aussi, accessoirement, j'en profite juste pour rebondir sur ce que vous dites, mais vous le savez, depuis très peu de temps, la République islamique d'Iran, donc moi ce que j'appelle le régime terroriste des mollahs, a été désigné pour présider le forum social de l'ONU. Bien sûr, absolument, au mois de mai dernier. Donc là, on est quand même dans une aberration absolument incroyable, et ça pose quand même un certain nombre de questions aujourd'hui sur ce que sont les instances de l'ONU, ce qu'elles représentent et quel est leur poids politique international, puisque je rappelle quand même que l'ONU avait été fondée dans un espoir de paix mondiale. Et là, quand on voit que c'est le régime des mollahs qui préside le forum social de l'ONU, moi personnellement, ça fait plus que me poser des questions. Je crois qu'il y a un doute sérieux sur aujourd'hui la crédibilité de l'ONU dans le cadre de ce maintien de la paix internationale. Alors, on va vous écouter. Régis, un commentaire sur ça? Juste un petit commentaire. Je suis totalement perplexe devant la Perse, parce que c'est un pays particulier. Hein, c'est la Perse. Hein, ils sont musulmans, mais ils sont pas arabes. Donc effectivement, cette violence qui dure depuis 1978, l'arrivée au pouvoir, la répression depuis ce moment-là, et la répression abjecte. Hein. Quand on voit la façon dont les homosexuels sont pendus au bout de comment ça s'appelle de grues et tout, c'est absolument abominable. Cela étant, tout ça s'inscrit dans un contexte géopolitique particulier qui fait que effectivement l'Iran est sous une pression occidentale américaine, on le sait, hein, ça à cause de son rôle au Moyen-Orient. Tout ça, c'est assez difficile à appréhender. Pour condamner, j'ai aucun problème. J'ajouterai simplement une chose, une expérience personnelle. Dans les années 70, du temps du Shah, quand les avocats, on faisait de l'humanitaire, on faisait de la défense internationale, le pays le pire, c'était l'Iran du Shah. C'était la SAVAK, c'était abominable. Alors, ça n'excuse en aucun cas ce que les mollahs font aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous est tellement étranger. Vous avez raison, confrère, sur le respect de la vie, la façon dont elle est traitée. Mais j'ai du mal à comprendre. Quoi. Voilà, j'ai du mal à comprendre. C'est quelque chose qui est quand même très lointain. Ouais. J'ai pas de problème. J'ai moins de problèmes avec l'appréhension des pays arabes qui sont pas démocratiques ou qui sont tous les États musulmans, l'islam est la religion d'État. Ça me heurte profondément. Mais l'Iran, je comprends pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Un dernier mot, Pascal, avant de... Très rapidement, oui. Insister sur le fait qu'il n'y a pas qu'en Iran et malheureusement que les droits de l'homme aujourd'hui sur la planète sont une véritable peau de chagrin et que, comme le disait Amia tout à l'heure, si les instances internationales ne s'en saisissent pas plus sérieusement et plus concrètement, je pense que ça va aller de plus en plus vite dans ce sens-là. Et juste d'un mot, l'homme de médias que je suis est vraiment de plus en plus scandalisé par
l'incapacité de nos pseudo-chaînes d'infos à faire du droit de suite et à informer réellement sur l'ensemble des événements qui se déroulent sur notre planète, et on oublie en permanence l'actualité d'hier au profit de celle d'aujourd'hui. Et donc c'est pas des chaînes d'infos, c'est des chaînes de l'actualité qui chassent l'autre. C'est des séquences. Voilà, c'est terrible. On fait des séquences. On est désinformés. Jean-Claude, on est obligé de... Jean-Claude Beaujour, Pascal Battal, Ami à la rage, Régis de Castelnau. On s'arrête un court instant, on fait l'info, les pronostics et on revient avec nos débats du jour. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et en ce 1er décembre 2023, on est avec Jean-Claude Beaujour, avocat président du Forum Transatlantique, Pascal Bataille, animateur, producteur et chef d'entreprise, L'Ami à la rage, adjointe à la mairie de Paris en charge du handicap, porte-parole du Parti Socialiste, et Régis de Castelnau, avocat avec son blog Vue du droit, auteur de Une justice politique à l'artilleur et membre de la rédaction de Front Populaire. On continue de faire avant d'ouvrir les premiers sujets de l'actualité du jour, notamment Emmanuel Macron qui est aujourd'hui à Dubaï. Quelle est la feuille de route du chef de l'État chez le roi du pétrole pour essayer de faire un petit peu mieux concernant l'environnement? Vos coups de cœur et vos coups de gueule, on continue avec vous, Lamia, sur la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a eu un petit raté peut-être, c'est ça que vous voulez dire? Alors c'est pas juste un petit raté. Moi, j'ai signé une tribune à l'initiative de Paroles de Femmes pour que le terme de féminicide soit appliqué à la façon qu'ont eu les femmes lors des attaques terroristes du Hamas du 7 octobre dernier d'être tuées, parce qu'elles n'ont pas été tuées comme les autres victimes. Elles ont été mutilées, violées au point de fracturer des bassins, torturées, brûlées, avec des mutilations génitales. Les terroristes ont filmé tout cela, l'ont mis en scène. Ils ont indiqué avoir uriné sur leurs dépouilles. Elles ont ensuite été exhibées. Donc je pense que cette violence exacerbée qui s'est exercée sur les femmes parce que juives et parce que femmes méritait d'être dénoncée. Donc c'est pour ça que j'ai signé cette excellente tribune. Et je regrette que le 25 novembre, qui était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, un collectif représentant cette tribune et portant la voix particulière de ces femmes a été empêché de participer aux manifestations, a été hué, voire bousculé selon certains témoignages rapportés. Et je vous avoue que je suis sidérée de savoir cela, de voir cela, parce que je ne comprends pas ce que ça signifie. Je pense que quand on dénonce les violences faites aux femmes, on dénonce l'ensemble des violences faites aux femmes, et que là, particulièrement, ce qui s'est passé le 7 octobre est absolument révoltant. Les femmes, les enfants sont le symbole de notre humanité. C'est aussi pour ça qu'ils ont été visés dans des moments où ils étaient tranquillement chez eux dans leur kibbutz. Et la plupart, d'ailleurs, on le voit sur les images de libération des otages, étaient en pyjama ou à moitié vêtus. Donc je comprends pas bien pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça le 25 novembre. Donc je pose la question. Est-ce que c'est parce que ce sont des femmes juives? Est-ce que c'est sous prétexte de la politique menée par le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou? Est-ce que parce qu'on essentialise les gens, on considère que quand on est citoyen, quel que soit le pays juif, on est forcément rapporté à un gouvernement... Enfin bref, je vous avoue que je comprends pas, et ça m'énerve vraiment beaucoup, voire ça me dégoûte vraiment. Quel message ça renvoie, Jean-Claude? C'est celui de l'intolérance. Vous savez, il y a une sorte de toutes ces personnes qui nous disent, on est pour tel ou tel combat, et tous ceux qui ne seraient pas dans notre camp ne sont pas dignes ou ne sont pas acceptables ou ne sont pas acceptés. Et j'entends ce que dit Lamia. Est-ce que parce qu'elles sont juives, elles n'avaient pas droit à un minimum d'humanité? C'est une question que je me pose. Au nom de quel combat? Quels sont ces gens qui nous expliquent que parce que l'on est citoyen de tel ou de tel pays, on est forcément
co-responsable de ce que pourrait faire tel ou tel gouvernement. Moi, vous savez, je séjournais au Japon lorsque il y a eu la reprise des essais nucléaires dans le Pacifique par le gouvernement de Jacques Chirac. Et il m'est arrivé aussi bien au Japon qu'aux États-Unis de dire, moi en tant que citoyen français, oui, il y avait une décision prise par le gouvernement français, mais je n'étais pas directement responsable. Certes, par le vote, on donne mandat, mais au nom de quoi on serait responsable directement de tel ou de tel acte. Et ce sont ces gens-là qui vous font des leçons de démocratie, d'état de droit. Voyons. Il y a quelle lecture à avoir pour vous, Régis de Castelnau, sur ce que... Alors, je suis en désaccord, mais je vais dire sur quel point. Lamia parle du choix du terme féminicide pour l'appliquer à ce qui s'est passé le 7 octobre. Je suis partisan radical de l'utilisation du terme féminicide depuis longtemps, de la même façon que du terme infanticide. Le terme féminicide pour la violence faite aux femmes, la violence intraconjugale. C'est de ça que je veux parler. Bien. Donc là, en l'occurrence, on est face à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, assez largement. Donc, parce que s'il faut dire féminicide spécifiquement, il faudrait aussi exiger infanticide. Infanticide sur ce qu'a fait le Hamas et infanticide sur ce que fait Israël avec les bombardements indiscriminés. Il suffit d'aller voir les vidéos où il y a un bilan, comme disent les dirigeants de l'ONU, c'est devenu un cimetière d'enfants, Gaza. Donc, et là, on parle pas d'infanticide, on parle de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ce qui est tout à fait normal. Je trouve, alors dans toutes les guerres, c'est la femme est un objet particulier où le viol, la conquête, c'est une dimension très masculine, très viriliste. On combat un adversaire, on veut le tuer et prendre, c'est barbare, et prendre les femmes et les humilier, les démembrer comme ça a été le cas le 7 octobre. Moi, je pense que les mots ont un sens, et je partage totalement. C'était la journée mondiale de lutte contre les violences. Ce qu'on dit, mais le terme féminicide, je pense pas que ce soit le bon combat. Là, on est effectivement dans un cadre de guerre, ça n'excuse rien. Mais je parle des mots là. Alors, Lamia, Pascal, je vais vous lire la définition précise du féminicide. Dans son sens d'origine, le meurtre d'une ou plusieurs femmes ou filles pour la raison qu'elles sont des femmes, en fait. Donc c'est pas uniquement dans le cadre des violences. Mais attendez, qui a fait cette définition? Si vous me permettez, c'est le Larousse, donc je vous invite juste à le lire, donc ça vient pas de moi. Moi, ce que je veux juste souligner, la question n'est pas de dire que ce qui se passe à Gaza ou pas à Gaza est normal. Attention, je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Et moi, ce qui me fatigue, c'est que dès qu'on parle de ce sujet-là, on nous explique, oui, mais vous comprenez, il y a des enfants qui sont morts à Gaza. Mais bien sûr qu'il y a des enfants qui meurent à Gaza, et ce n'est pas normal, et je le dénonce. Et une vie est une vie. C'est pas le sujet, et c'est pas le sens de mon propos. Et je crois qu'il ne faut surtout pas renvoyer les victimes dos à dos, tout comme on ne peut pas considérer que ce qu'a fait le Hamas, qui est une organisation terroriste qui a accompli un attentat terroriste qui est allé très loin dans l'horreur de ce qu'on pouvait imaginer et connaître jusqu'à présent, serait comparable à ce que fait une armée organisée. Je rappelle quand même que le Hamas n'est pas un État. Bref. Et je veux surtout pas rentrer dans cette polémique-là parce que l'idée, c'est pas de renvoyer les victimes les unes aux autres. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est que les femmes, parce qu'elles sont femmes, sont toujours beaucoup plus prises pour des cibles avec des actes qui sont perpétrés à leur encontre qui sont bien pires que ce qui peut être fait par ailleurs. C'est simplement ça que je veux souligner. Et je rappelle quand même qu'ils ont aussi violé des petites filles. Enfin, je veux dire, à un moment... de quoi on se parle en fait concrètement? Le fait qu'elles aient été absentes, que leur cause Régis. Attendez, Christine, on me fait dire ce que j'ai pas dit. Allez-y, Régis, parce qu'après on va faire la pause. J'ai dit, on n'a pas utilisé le terme infanticide. Moi, je parle des mots. Les mots, alors la définition du Larousse parfait, moi ce que j'aime ce sont les définitions juridiques. Avant il y avait le parricide, quand on tuait son père, c'était une circonstance aggravante. Je suis partisan que le terme féminicide soit dans le code pénal et soit une circonstance aggravante. Mais le meurtre des femmes dans un cadre spécifique où la puissance masculine peut jouer. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Donc l'abomination de ce qui a été fait le 7 octobre, l'abomination des bombardements indistincts, moi je veux dire, au bout d'un moment, si vous voulez, je veux bien, les animaux humains, moi, ça me dégoûte. De la même façon que ce que le Hamas a fait me dégoûte. Donc, je veux dire, attention au choix des mots, ils recouvrent des réalités particulières. Là, on a des crimes de guerre.
et des crimes contre l'humanité des deux côtés. Du crime de guerre, Et ça a des conséquences juridiques et j'espère judiciaires. On va, Pascal, un dernier mot, puis on va juste par rapport à ça, et on va tourner. Je rebondirai juste par rapport à ce que disait Lamia, effectivement, sur le fait que c'est simplement la traduction, me semble-t-il, de cette propension de plus en plus terrible à opposer les causes, opposer et je voudrais dire que il faut pas renvoyer les victimes dos à dos, oui, il faut les renvoyer, il faut les traiter main dans la main. C'est-à-dire que toute victime innocente, toute victime civile, sa vie a le même poids qu'une autre, quelle que soit sa religion, quel que soit l'État auquel il appartient. Et voilà. Donc, Jean-Claude, pour conclure, avant la pause. Deux choses très rapidement, juste pour dire à Régis qu'il a... Donc là, c'est les avocats qui parlent. Oui, il a raison de renvoyer à la définition juridique, mais justement, la définition juridique, la définition du féminicide, ce que la doctrine en donne, puisque ça n'est pas dans le code pénal, c'est quasiment la même que celle qui est dans le dictionnaire. Donc ça, c'est le premier point. Et je crois que mais est-ce que le droit international qui juge les crimes de guerre, il y a une question autour des femmes ? Est-ce que est-ce qu'on s'est posé là-dessus ? Oui, absolument. Tout à fait. Et là où j'entends ce que dit Régis en disant, ce sont des crimes de guerre, et la question s'est posée, et la question sera vraisemblablement posée. Le sujet, c'est qu'à l'intérieur de la catégorie crime de guerre, peut-on considérer à un moment donné que ça serait un élément aggravant, le fait de tuer, d'infliger des souffrances humaines aux femmes, souffrances plus importantes qu'à celles des hommes, et malheureusement on est obligé de dire ces choses-là, parce que c'est comme ça que ça se passe devant un tribunal, est-ce que ça serait un phénomène aggravant ? Il est fort possible que ce soit le moment venu, il est encore trop tôt, que ce soit un phénomène aggravant, le fait, parce que ce sont des femmes, et on sait que ça existe, il y a des viols en zone de guerre, il y a des comportements, enfin le mot comportement est même trop faible, des agressions, une bestialité qui est inacceptable, et donc c'est en cela que je dis que cette démarche est intéressante. Un dernier point, pour moi, qu'il y ait discussion, débat autour du sujet ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est que que ces femmes qui avaient signé cette tribune, en tout cas la délégation qui était présente à cette manifestation, elles aient été huées, qu'on leur ait demandé de partir. C'est cela qui est choquant. C'est lamentable. On s'arrête un court instant, pardonnez-moi, tous les quatre. On va revenir juste après. On va continuer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule de l'actualité sur Sud Radio, et on va tenter de se mettre d'accord. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie de Régis de Castelnau, Lamia Larrache, Pascal Bataille, Jean-Claude Beaujour, avec vous tous les quatre. On continue de vous entendre sur vos coups de cœur et vos coups de gueule de l'actualité. Pascal, vous aviez un coup de gueule. Qui me semble prolonger ce qui vient d'être dit, effectivement, et y compris ce qu'on disait un peu entre nous hors antenne sur la difficulté aujourd'hui d'avoir une pensée nuancée et de pouvoir l'exprimer sans être soit qualifié de mollesse et d'absence de conviction ou voire de complice objectif de tel ou tel. Et ça, c'est notamment le résultat, effectivement, de l'action des pompiers pyromanes. Je parle dans notre pays, que sont certains membres de LFI, mais aussi, et il l'a encore montré hier, et c'est l'objet de mon coup de gueule, Éric Zemmour. Éric Zemmour qui souffle en permanence sur les braises de la division, de la discorde, de la fracture entre les communautés, qui prône en toute impunité un discours clairement raciste, anti-arabe et anti-musulman, qui s'est permis de dire quand même hier que c'était toujours les Thomas qui tombaient et les Chahides qui les tuaient. Enfin, c'est extrêmement grave de laisser prospérer ça. Moi, je dis clairement aujourd'hui à ce micro, il faut mettre Éric Zemmour hors d'état de nuire. Bien entendu, je ne parle pas d'attenter à sa personne physique, soyons bien clairs, mais hors d'état de nuire médiatiquement et juridiquement. Il a déjà été condamné pour injure raciale, incitation à la haine. Qu'est-ce que c'est sinon
nom de l'incitation à la haine de dire hier sur une grande antenne nationale que ce sont toujours les Thomas qui tombent et les Chahides qui les tuent. C'est à la fois le rugbyman argentin, il n'est pas tombé à Paris. Et insupportable. Et il faut aujourd'hui... Cet homme a remis au goût du jour le terme de francocide, comme si, là encore, le meurtre d'un Français était plus grave que le meurtre d'un autre, d'une part, et deuxièmement, on sait bien que quand il dit francocide, il entend caucasienside, si je peux me permettre ce néologisme. Mais est-ce que c'est pas de l'exagération? Est-ce qu'on n'est pas dans on va dire justement dans cette volonté de provoquer et d'avancer sur des sujets de fond aussi? Non, attendez. Ou est-ce qu'il est vraiment... je pense que mon Régis sera d'accord avec moi, nous sommes deux avocats, vous ne pouvez pas tenir ce type de propos et dire qu'il ne peut pas y avoir de réaction. On peut faire du juridisme. Alors il y a plusieurs plaintes qui ont été déposées, en tous les cas le parquet je vais vous dire, saisi. parce que c'est ça le vrai débat devant le tribunal. On peut dire effectivement ce que j'ai dit, etc., etc. Mais le sujet n'est pas simplement de faire du juridique, c'est de voir quel impact ça peut avoir sur des gens déjà un peu fragiles, des gens qui vont prendre au pied de la lettre. Parce qu'effectivement, c'est pas Monsieur Zemmour vous dira, j'ai parlé des Thomas, mais le sujet c'est comment est-ce que ça va être reçu et comment ça va être répercuté par un certain nombre. C'est cela qui est dangereux. Vous savez, moi je vis en province, en région, comme on dit aujourd'hui, et je vis dans un coin extrêmement privilégié, calme, un peu loin des fractures de notre société française aujourd'hui. Mais je vois une augmentation du racisme anti-arabe et anti-musulman, notamment chez les gens qui m'entourent, chez les gens que je côtoie tous les jours, qui ne côtoie aucun arabe ou musulman parce qu'il n'y en a quasiment aucun là où je vis. C'est terrible parce que effectivement c'est là aussi l'inégalité et de la société française où certains peut-être effectivement quartiers sont soumis à une crise de communauté et d'autres sont totalement vierges sont épargnés. Oui, et vierges de multiculturalisme et donc ces gens-là qui ne connaissent pas des Arabes, qui ne connaissent pas des Noirs, qui ne connaissent pas des musulmans, qui ne connaissent pas tout ce que ni quasiment de Juifs, parce que on vit là-bas entre Français blancs catholiques, ils deviennent de plus en plus racistes. Alors on parlait de la responsabilité médiatique. Éric Zemmour ne représente... et ils sont zémouriens. Non, mais je veux dire, on peut aussi poser la question sur la responsabilité des médias de donner la parole en ce moment. On sait très bien comment ça fonctionne. Donc, on sait aussi qu'il peut y avoir ce genre de propos à l'arrivée. Je me permets juste d'évoquer une proposition qui a été faite par Fabien Roussel et qui a été reprise par Yann Brossin, qui est désormais sénateur de Paris, à savoir d'interdire tout mandat électoral à une personne qui a été condamnée pour racisme. Et je crois que c'est une proposition qui est pleine de bon sens, qui semble pour moi absolument évidente, et je ne comprends pas qu'il y ait une opposition actuellement de la majorité et du gouvernement sur cette disposition-là. Parce qu'à force d'attiser les haines, on en arrive à des situations explosives, et quand vous voyez les populistes qui essayent de surfer sur ces fractures de la société pour diviser, plutôt que de dire rassemblons-nous autour des dénominateurs communs qu'on a, parce qu'on en a énormément et bien plus que nos différences, je pense que c'est extrêmement inquiétant pour la suite. Juste sur ce que vous évoquez, sur au final cette extrême droitisation d'un certain nombre de nos quartiers, de nos provinces, je pense qu'elle est aussi liée en grande partie à un affaissement total de l'état de droit dans le sens de la République, des services publics, du sentiment d'égalité qui est quand même dans la devise républicaine. Et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui votent à l'extrême droite, non pas en raison d'un racisme, il y en a sans doute, je suis pas en train de dire que ça n'existe pas, mais plutôt parce qu'ils ne croient plus en la société des communs, ils ne croient plus dans la devise républicaine et dans la promesse qui est celle de l'égalité réelle en vrai. Régis de Castelnau, sur les propos tenus par Éric Zemmour. Je réponds à Lamia tout de suite sur un nouveau désaccord concernant l'inéligibilité à vie de toute personne ayant été condamnée pour des expressions de racistes. Il faudrait modifier la Constitution, parce que le suffrage universel dit bien que lorsqu'on a effectué sa peine, on redevient citoyen de plein exercice. On en parlait hier avec Jérôme Cahuzac.
Hein, on en parlait hier avec Jérôme Cahuzac. Attendez, moi, sur mon coup de gueule, je vais parler des principes justement. Il faut qu'on y reste attaché comme Bernic sur son rocher au principe. Bien. Donc, effectivement, je suis d'accord. Zemmour est un sale personnage. Hein. Il vient, il met du sel sur les plaies. Effectivement, il y a eu. Alors, ce qui se passe au Moyen-Orient n'a rien arrangé. Il y a une expression, puis bien évidemment l'affaire de Roman, mais le roman, c'est aussi attendez, je vous demande une petite seconde. Hop, on m'appelait. Oui, roman, c'est un petit peu autre chose. C'est la question de l'immigration qui est Lamia a raison. L'électorat du Front National. Moi, je suis moins pessimiste sur le racisme latent qui existe, qui prend un peu plus d'ampleur, mais les gens, c'est les conditions de l'immigration, la façon dont ça se passe, qui les amène à certaines réactions. Mais ce que je veux dire, c'est que interdire Zemmour, ce que Christine vous dit, faut pas l'inviter. Non, je pose la question. Oui, non, mais si vous voulez, au bout d'un moment, et moi, de toute façon, il y a d'autres réseaux. Ma camarade Rosa Luxembourg disait la liberté d'expression, c'est d'abord celle de celui qui ne pense pas comme moi. Alors, on a identifié des actes d'expression qui peuvent être des infractions. Mais il faut y faire très très attention, hein, et je crois qu'il faut jamais se dispenser de mener le combat politique. Alors, le coup de gueule, ça c'est un acte politique en disant ce que fait Zemmour est dégueulasse. Hein, et c'est insupportable. Je suis totalement, et il faut combattre ce personnage, combattre ce qu'il représente. On va y revenir. On va y revenir parce qu'il y a Jean-Claude également qui veut continuer sur ce sujet, puis on vous entendra également dans la continuité, vous aussi Régis, sur votre coup de gueule concernant donc l'affaire de Crépol dans un instant. On s'arrête, on est obligé. On fait une courte pause et on se retrouve tous les quatre et avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. Ça s'est passé sur Sud Radio. Malika Sorel, vous dites, les politiques ne font pas leur boulot. Absolument. On n'attend pas d'eux qu'ils marchent ou qu'ils déposent des bougies. Non. Ils doivent prendre des décisions. Ils doivent agir. Sud Radio, parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. En compagnie de Jean-Claude Beaujour, Pascal Battal, Lamia El Harraj et Régis de Castelnau. Régis, je me tourne vers vous. On continue le tour de table. On a beaucoup débattu tous ensemble des sujets d'actualité, hein, avec la continuité de ce que disait Pascal et qui nous a amené sur le débat sur le drame de Crépol, 15 jours après ce drame. Vous aviez un coup de gueule justement sur cette notion d'interdiction de liberté d'expression d'une manière ou d'une autre. Alors moi j'ai défendu Sarkozy que je détestais au plan politique. Je viens de défendre par rapport aux procédures qui leur étaient intentées. Je viens de défendre Dupond-Moretti que je trouve calamiteux garde des Sceaux. Et là je vais prendre non pas la défense, hein, bien évidemment, ni même le parti des petits nazillons qui organisent des manifestations. Il y avait une manifestation à Paris qui était une manifestation statique en hommage à Thomas. Je sais bien de qui il s'agit. Hein, je ne supporte pas ces imbéciles, mais le préfet de police Nunez a interdit la manifestation a priori. J'ai lu l'arrêté du préfet. Je pense que ça n'est pas acceptable. C'est-à-dire que on interdit la manifestation pour des raisons d'ordre public immatériel. C'est-à-dire que on dit oui, il risque de dire des choses pas bien, des choses qui seraient pénalement répréhensible, hein, et par conséquent, on interdit par avance. Alors je rappelle que le droit de manifestation, c'est une des modalités de la liberté d'expression, que celle-ci est organisée par la Déclaration française des droits de l'homme, article 11. Elle est absolue, la liberté d'expression, mais elle peut être limitée s'il y a un motif d'intérêt général, à condition qu'il y ait un contrôle a posteriori et un contrôle effectué par le juge. Donc que l'autorité administrative vienne dire a priori, je sais qu'ils vont dire des bêtises, par conséquent, et ça c'est une violation pure et simple de la Déclaration des droits de l'homme. Donc
Et attendez, je termine, Christine. Ouais, j'avais une question de droit. Aujourd'hui, j'ai pas de. Vous imaginez bien que j'espère que politiquement ces petits nazis vont disparaître. Simplement, c'est ce que disait la fameuse citation du pasteur Niemöller. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les socialistes, et à la fin, quand on est venu me chercher, il n'y avait plus personne pour me défendre. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça, ce sont des précédents qui ensuite seront utilisés contre d'autres. C'est une des raisons pour lesquelles les principes, il faut toujours se battre pour eux. Le trouble à l'ordre public ne peut pas être un motif d'interdiction de toute forme de manifestation. Alors, messieurs les avocats, je laisse les juristes parler là-dessus, mais ou sur les le risques principe, de trouble à l'ordre public, mais je parle. Sur le principe, je suis à 1000% d'accord avec ce que vient de dire Régis. Vous connaissez mon attachement à la liberté d'expression. Interdire en amont, c'est tout sauf productif. Il faut laisser ces manifestations se dérouler en les encadrant évidemment, en vérifiant que peut-être en amont qu'ils ne sont pas armés ou dangereux, et puis en encadrant des manifestations comme on le fait. On l'a bien fait pendant les Gilets jaunes, on a filtré les sacs à dos. Quand on fait régner l'ordre républicain, ce qui devrait être davantage le cas dans notre pays, comme le disait Lamia tout à l'heure, mais il ne faut surtout pas interdire. Montrons aux Français ce que sont ces groupuscules d'extrême droite, quelle est la haine qui est dessinée sur le visage de tous ces jeunes, parce que c'est affreux que des jeunes soient haineux à ce point-là dans notre pays. Montrons-les. Au contraire, affichons-les au grand jour, les copains de Zemmour et compagnie, pour au contraire lutter efficacement contre ça. C'est pas en les interdisant, c'est jamais en interdisant qu'on obtient des résultats. De toute façon, ça se fait en alternative. Et poursuivons-les s'ils se mettent à crier mort aux Arabes. Surtout bien là, sûr. Juste 2 points. Moi, je suis pas spécialiste juridique, mais pour autant, je tiens quand même à rappeler 2 choses. La première, c'est que quand les manifestations sont interdites, elles s'organisent quand même. Regardez les ratonnades, mais c'est exactement ça qui s'est passé. Typiquement, les images qui arrivent de Lyon sont quand même effarantes, puisque de toute façon, ils défilent. Donc, tant qu'à faire, autant avoir une manifestation encadrée. Mais au-delà de ça, je rappelle quand même que M. Darmanin, déjà ministre de l'Intérieur, avait fait sous la précédente mandature passer la loi sécurité intérieure où notamment il avait demandé à pouvoir utiliser de façon préventive des drones dans le cadre de manifestations jugées à risque, soi-disant pour éviter les débordements. Force est de constater que c'est une faillite totale du maintien de l'ordre public depuis maintenant quelques années, et pour le coup la majorité actuelle a une part de responsabilité. Je disais hier que le gouvernement Macron, les 2 gouvernements Macron successifs ont interdit et dissous plus de groupes, associations et compagnie que tous les autres présidents de la Ve République avant eux. Alors, je suis contre les interdictions de principe pour 2 raisons. D'abord, pour une raison juridique qu'on a rappelée, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a une liberté d'expression. Il faut laisser s'exercer la liberté d'expression, parce qu'après, on ne sait plus comment est-ce qu'on encadrer la restriction. Ça devient un peu compliqué. Le deuxième point, c'est que politiquement, ça n'est pas nécessairement une bonne chose, parce que précisément, à partir du moment où on interdit trop rapidement des gens dont on craint que, et on peut légitimement craindre. Le problème, c'est que vous déplacez le débat de fond. Le débat va plus porter sur ce qu'ils ont dit, ce qu'ils pensent ou ce qu'ils font, et on déplace ce débat vers l'interdiction ou pas interdiction. Et donc, vous organisez ce qu'on disait tout à l'heure, la polarisation de la société. Il y a les pour et les contre, et en fait, on ne se dit pas, mais qu'est-ce qu'ils pensent au fait? Exactement. Qui sont ces gens-là? Donc, le risque pour moi, c'est sous couvert d'éléments, au-delà de l'élément juridique, c'est que politiquement, on soit dans une impasse, parce que ce qui est important, c'est de débattre, et je pense que 95% des Français n'adhéreraient pas aux idées, parce que je ne veux pas le croire, n'adhéreraient pas aux idées de ces garçons qui sont en fait en plus, j'imagine, en pleine détresse psychologique, parce que lorsqu'on a 20 ans et qu'on ne pense qu'à une chose, c'est de tuer, haïr. Attendez, quand j'avais 20 ans, on regardait les copains, on ne se demandait pas quelle religion ils avaient. Une fille que vous croisez, vous ne commencez pas avant de lui adresser la parole, vous ne demandez pas est-ce que t'es musulmane, juive, machin, etc. Quand on est ado, je vais vous dire, ou jeune adulte, c'est pas ce à quoi on pense. Et pour que mais est-ce qu'il n'y a pas 2 jeunesses qui peuvent aujourd'hui... Je me permets, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de l'école. Je pense que c'est hyper important. Moi, je prends toujours cet exemple-là, qui est très personnel, mais moi, j'ai un petit garçon qui est assez mature,
de peau comme moi, et un jour on discutait, c'était à la crèche, tout petit, donc des bébés d'1 an et demi, 2 ans. Et il me dit, mais non, mais je sais plus comment s'appelait cette petite copine. Il me dit, mais non, elle est pas blanche, elle est rose. C'est-à-dire que pour les enfants, c'est quelque chose qui n'existe pas en réalité. Donc c'est l'éducation des parents. Souvenez-vous cette gamine de 7 ans qui tend une banane à Christiane Taubira en disant une banane pour la guenon. À 7 ans, tu penses pas ça. Absolument. En réalité. Donc c'est la question de l'éducation qui, au final, conditionne ces gamins à la haine de l'autre. Et moi, je me dis, quand tu es aussi jeune et que tu es aussi plein de haine et que tu détestes autant tout ce qui est différent de toi, il y a quand même un signe puissant d'une forme de fracturation dans la société. Alors ça, on est d'accord, il y a bien un malaise social, et là aussi nos politiques publiques ont leur importance, parce que si on veut lutter, il suffit pas d'interdire les manifestations, il faut aussi lutter, travailler sur la cause profonde de ces comportements. Si vous le voulez bien, on va ouvrir la question, on va rester sur les dossiers juridiques, en tous les cas on va se poser la question dans la foulée de la relaxe d'Éric Dupond-Moretti. Je profite que vous êtes là, Jean-Claude, Régis, Pascal et Lamia, pour parler donc de cette relaxe devant la Cour de justice de la République et cette enquête, ce sondage qui est publié ce matin par nos confrères du Figaro. Il y a la question jusqu'à mardi, je crois, il peut y avoir donc un pourvoi devant par rapport à cette relaxe. Mais aujourd'hui, la cristallisation de la société se tourne autour des Français qui jugent que la justice est trop politisée dans cette affaire. Joker, non non, parce que Jean-Claude Beaujour, je rappelle, avocat. Il faudrait un certain temps pour pouvoir débattre correctement du sujet. Il y a plusieurs milliers de magistrats. Est-ce que la justice est très politisée ? Je crois qu'il y a un certain nombre de dossiers qui sont des dossiers politique comme il en existe partout dans le monde. Alors c'est vrai que sur des dossiers très politiques, parce que nous avons une société comme elle est, et parce que les magistrats sont aussi des hommes et des femmes qui vivent dans le monde, eh bien il peut y avoir une sensibilité politique qui s'exprime plus que d'autres. La justice n'a pas, sur le principe, n'a pas à être politisée, parce qu'au nom de la séparation des pouvoirs, les juges sont là pour pouvoir appliquer la loi qui est votée par le Parlement. Point. C'est tout, ça devrait être leur principe. Et tout magistrat qui serait tenté de faire prévaloir dans les décisions qu'il rend, je parle bien de gens qui rendent les décisions, je parle pas des magistrats du parquet, eh bien devrait, outre le fait que les décisions sont prises, contrairement souvent ailleurs, les décisions sont prises en collégial, vous avez plusieurs magistrats qui prennent décision, et en principe, je dis bien en principe, le magistrat n'a pas à faire prévaloir ses positions politiques lorsqu'il rend une décision. Et globalement, les décisions sont rendues en droit. Je peux vous le dire, avant de laisser prospérer une décision strictement politique, il faut vous réveiller. Alors même après, devant la Cour de justice de la République. Mais ça, c'est autre chose, parce que la Cour de justice de la République, ça n'est pas une vraie juridiction. C'est une collégiale faite essentiellement de parlementaires. Ça n'est pas une... Et donc forcément, quand vous qui s'est créé dans un contexte particulier. C'était l'affaire du sang contaminé. J'y viens. Donc, si vous voulez, ce ne sont pas des juristes en tant que tels, formés à la chose judiciaire, etc. Et donc, quand vous prenez des parlementaires, ils ont forcément une sensibilité politique. Alors, Lamia rapidement, et après on fera la pause. Régis, auteur de Une justice politique, évidemment on a envie de vous entendre après la décision qui a été rendue sur Éric Dupond-Moretti, évidemment. Lamia. Moi je voudrais juste dire 2 mots. Le premier, c'est que je pense globalement, j'écoute avec beaucoup d'attention ce que vous dites, et j'écouterai Régis aussi avec beaucoup d'attention. Il faut faire attention aux messages envoyés sur le tous pourri, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on laisse prospérer le doute sur les élus sont pourris, la justice est pourrie. J'avais envie de vous dire, c'est déjà le cas. Enfin, rien. Bien sûr, mais donc je pense qu'il faut qu'on arrive à lutter contre cela et considérer que dans un état de droit, chacun doit pouvoir croire dans l'indépendance de la justice, et surtout que la justice doit être indépendante dans l'intérêt de la préservation des communs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est d'un ordre un peu plus politique. Moi, ce que je trouve absolument stupéfiant quand même aujourd'hui en France, c'est que quand vous avez un ministre en exercice, et pas des moindres, qui est quand même garde des Sceaux, qui comparaît devant la Cour de justice de la République, on ne considère pas qu'ils doivent démissionner. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui, quel est le ministre dans le gouvernement actuel d'Elisabeth Borne qui n'a pas des soucis avec la justice ? Enfin, ça devient quand même un sujet. Et justement, par rapport à cette question de la crise de confiance qu'on a entre les citoyens et leurs représentants, c'est un sujet majeur. Quand ton
ton honneur, ta probité a été remise en cause, regardez ce qui s'est passé au Portugal. Le Premier ministre portugais, alors que c'était une erreur de nom, a démissionné sous prétexte que sa probité pouvait être remise en cause. Et il s'avère qu'au final, c'était même pas lui qui était concerné, mais un homonyme. Il a immédiatement démissionné, provoquant la convocation d'élections législatives. Nous, les mecs, ils sont convoqués régulièrement devant la justice et c'est pas grave. Ils ressortent en disant je vois pas où est le problème, je suis garde des Sceaux et je le reste. Allez, on s'arrête un court instant, Régis. On se tournera vers vous, Régis de Castelnau, pour évoquer donc les suites de la décision de la relaxe d'Éric Dupond-Moretti. En tous les cas, la vision des Français de cette justice qui se dit, qu'ils jugent trop politisée. On verra quelle est votre analyse. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. La semaine prochaine, écoutez Sud Radio et à tout instant, ouvrez vos cadeaux en direct. Au pied du sapin, des enceintes connectées, des tablettes tactiles, offertes par la Confédération des buralistes. Votre séjour féerique en famille au parc Futuroscope, avec les entrées pour 2 jours, une nuit avec les petits déjeuners dans un hôtel du parc pour 4 personnes. Des savoureux ballotins de chocolat et de truffes avec Jeff de Bruges et des tonnes d'autres surprises. Pour gagner, écoutez Sud Radio tous les jours et tentez de remporter votre cadeau qui vous attend au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Joyeux Noël. Augmentez vos chances de gagner en vous abonnant aux réseaux sociaux de Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Avec l'avocat Jean-Claude Beaujour, l'animateur producteur, chef d'entreprise Pascal Bataille, l'adjointe à la mairie de Paris en charge du handicap, porte-parole du PS, Lamia El Harraj, et l'avocat, auteur d'une justice politique à l'artilleur et du blog Vue du droit, Régis de Castelnau. Régis, je le disais avant la pause, on voudrait vous entendre votre analyse sur les conséquences de la relaxe d'Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République et ce sondage publié par nos confrères du Figaro ce matin, qui montre qu'une majorité de Français, plus de 7 sur 10, considèrent que nous avons des magistrats trop politisés. Est-ce que cette affaire peut expliquer cette vision des Français vis-à-vis de la magistrature ? On a jusqu'à ce soir, Christine. Non, alors pour tout vous dire, vous avez 3 minutes. Non, je plaisante. Allez-y. J'ai 3 minutes. Alors, si vous voulez, j'ai écrit un livre où je fais la démonstration, mon cher Jean-Claude, je pense que aucun magistrat n'a réfuté. J'ai fait des tas de débats, j'ai eu une presse pas mal, j'en ai vendu presque 10 000, j'étais très fier. Il fait 600 pages, en plus. Et donc... mais jamais aucun magistrat, j'ai discuté avec eux, n'est venu pour réfuter un certain nombre de choses. Oui, on a une justice qui est politisée. Elle est politisée. Alors l'indépendance, Lamia, moi je veux bien, mais ce qui m'intéresse, c'est l'impartialité. Or, aujourd'hui, la partialité par ce corps de magistrats, qui a une sociologie particulière, des conditions de formation particulières, est aujourd'hui en cause. L'indépendance n'est que le levier de l'impartialité, et la justice française n'est plus impartiale. Alors pour revenir 2 secondes sur l'affaire Dupond-Moretti, et pourquoi Éric Dupond-Moretti n'a pas démissionné et que je soutenais cette décision tout en le vilipendant pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait, lorsqu'il a été désigné garde des Sceaux, Macron tout pur, société du spectacle, et les magistrats étaient persuadés que ça allait être François Molins. Vous savez, l'escamoteur professionnel de coffre-fort de Benalla. Et donc, il y a eu un cri de rage. Moi, il y a un article de l'Obs qui est extraordinaire. C'est une attaque frontale. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là ? Les 2 organisations syndicales et Anticor, qui est une espèce d'officine proche du Parti Socialiste, excusez-moi Lamia, ont à ce moment-là déposé, saisi la Cour de justice de la République, non pas pour une malhonnêteté, non pas pour un problème de probité, non, pour une situation dont ils considéraient qu'elle constituait l'infraction de prise illégale d'intérêt. Donc, la décision qui a été rendue par la Cour de justice de la République est juridiquement en béton armé, mais si vous voulez, ce que je trouve extraordinaire, qui alimente le tous pourri, il y a un communiqué commun ce matin de l'Union syndicale des magistrats et du syndicat de la magistrature qui
vilipende une décision de justice d'une des instances importantes de la République, la Cour de justice de la République, et qui, traîne cette décision dans la boue. C'est une infraction pénale, ça, mais ça les gêne pas. Ils le font, et ils viennent dire que c'est une honte, c'est scandaleux, c'est les copains et les coquins, etc. C'est-à-dire que, parce que ce qui s'est passé finalement, ce qui s'est passé lorsque Dupond-Moretti a été choisi, ils ont lancé une offensive, une vendetta, mais pourquoi ? Parce que ils considéraient qu'ils avaient leur mot à dire sur le choix du garde des Sceaux. Or, mon cher Jean-Claude, ce choix relève du président de la République, le chef de l'exécutif et de personne d'autre. Jean-Claude. Alors, je vais répondre parce que je ne suis pas en contradiction avec ce que vient de dire Régis, et ça n'est pas ce que j'ai dit. Quand on s'adresse à nos concitoyens, parce qu'on commentait le sondage, quand nos concitoyens disent X% des magistrats sont politisés, ce qu'ils entendent par là, c'est que les décisions ne sont pas rendues, ce qu'ils sous-entendent du moins, les décisions ne sont pas rendues en droit, mais sont rendues essentiellement pour des raisons politiques. Et je dis attention, parce que vous faites la différence entre les quelques 10, 15 gros dossiers chauds politiques que nous avons par an en France. Et le million de décisions de justice qui sont rendues, et qu'à aucun moment on ne peut pas dire que ce soit de l'activisme politique. Et d'ailleurs, vous voyez par exemple, je voudrais bien qu'on se mette d'accord sur ce que l'on entend, j'avais écrit ça, que veut-on dire par une justice politisée ? Vous ne nous l'avez pas dit. Vous avez les magistrats, et je l'ai dit, les magistrats ont une opinion politique comme n'importe quel citoyen. Maintenant, le vrai sujet, parce que c'est ça qui intéresse nos concitoyens, c'est est-ce que les décisions sont rendues en droit et conformément à la loi, à la jurisprudence. Attendez, Régis, Pascal, je voudrais entendre Pascal. Il n'y a pas seulement le fond des décisions. Moi, si vous voulez, mon cher Jean-Claude, je vous en passerai une collection où il y a des cours de morale et des cours qui sont quasiment politiques. La fameuse décision du tribunal correctionnel de Cayenne dans l'affaire de la Guenon avec une banane, c'était sidérant. C'était un tract politique. Les magistrats n'ont jamais été sanctionnés. Donc, oui, il y a des décisions politiques. Excusez-moi. Attendez, on va Régis, si vous le permettez. Je termine juste par une phrase. En 2017, printemps 2017, on a eu la procédure pénale la plus rapide de l'histoire de la vie judiciaire en France, qui a permis de disqualifier François Fillon avec un objectif qui était celui de le disqualifier politiquement et de permettre l'élection d'Emmanuel Macron. Je suis tout à fait désolé. Et la magistrature porte aujourd'hui ce problème. Donc vous êtes attendez tous les deux, je voudrais qu'on écoute Pascal aussi. Non mais merci Christine, mais moi ce qui me semble, alors Régis nous a montré à quel point c'est un brillant avocat, mais effectivement là on n'est pas dans le sujet de devoir décider si Éric Dupond-Moretti devait être condamné par la Cour de justice de la République, parce que d'abord la sentence a été rendue. Ce qui importe, c'est, je pense, ce que disait Lamia, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que les Français retrouvent confiance dans nos politiques, on ne peut pas admettre que des ministres ou même des parlementaires mis en examen, traînés devant les tribunaux, ne démissionnent pas, parce qu'il y a un devoir d'exemplarité absolu dans la fonction politique. La présomption d'innocence, elle est respectée. C'est pas parce qu'on démissionne qu'on dit je suis coupable. On démissionne parce qu'on dit je suis visé aujourd'hui par une enquête judiciaire. Je fais l'objet d'un procès. Je ne suis pas en état aujourd'hui d'exercer ma mission politique et je reviendrai blanchi s'il le faut. Donc c'est le juge qui décide qui peut être ministre ou pas, parce que si vous lancez une procédure, il n'y a rien de plus simple. Vous avez un parquet qui vous fait une enquête. Alors pas sur les. Régis, il y aura forcément des abus, mais le principe vaut quelques exceptions. Marianne, on n'en parle plus non plus. Attendez, Régis, il y a Pascal qui veut répondre. Attendez. Mais je suis d'accord avec Régis que. Régis, parlez pas parce que sinon on peut pas. Je suis d'accord avec Régis sur le fait qu'il y aura certainement des abus, mais comme dans toute règle, il faut des exceptions.
l'exception. L'exception n'annule pas la vertu de la règle. L'homme politique mis en examen, l'homme politique qui fait l'objet d'un procès, doit démissionner de ses fonctions. C'est une question d'éthique en fait et de morale en politique. C'est tout. Vous placez d'un point de vue juridique. C'est aussi une question de survie de la démocratie à terme. Exactement. Ce que je respecte totalement, c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Moi, simplement, ce que je dis, c'est que en politique, il faut de l'éthique parce que sinon, on vient rompre le lien de confiance. Et donc la question n'est pas de dire vous êtes condamné à l'avance, mais simplement vous vous mettez en retrait tant que votre honneur, votre probité n'a pas été réalisée. Alors la conclusion, Jean-Claude Beaujour, vous avez 2 secondes. Aujourd'hui, vous regardez Adrien Quatennens qui a juste giflé sa femme, mais c'était juste une affaire privée selon Jean-Luc Mélenchon, et qui siège en tant que député à l'Assemblée nationale dans le cadre du groupe de la France Insoumise et qui a été manifesté le 25 novembre contre les violences faites aux femmes, sans déconner. Moi, je pense que Christine, sur cette question, parce que c'est un vrai sujet, parce que malgré tout, c'est pas qu'une question juridique. Cela veut dire que le risque de manipulation par exemple par des magistrats, le risque de manipulation de la démocratie qui pourrait utiliser l'arme judiciaire comme le moyen d'arrêter, de favoriser, etc. C'est une réalité. Donc je pense qu'il faut que nous réfléchissions ensemble parce que ce sujet ne touche pas simplement les hommes politiques. Je pense que toutes les personnalités, toute personne qui exerce des responsabilités, y compris dans le secteur privé, et on l'a vu, il suffit qu'à partir du moment où on accuse et que la personne démissionne ou est sortie, c'est un vrai sujet, il faut que nous en débattions à un autre moment. Le mot de la fin revenait donc à Jean-Claude Beaujour. Merci à tous. Pascal Battal, Ania Larage, Régis de Castelnau. Très belle journée. Dans un instant, vous allez retrouver l'info et le journal de midi. Et ensuite, Alexis Poulain pour vous accompagner jusqu'à 14h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.